Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique spécial qui aujourd'hui parlera du Cameroun. Oui, le Cameroun avec K, le grand Cameroun qui avait plus de 700 000 km². Nous allons essayer de comprendre comment est né ce pays d'Afrique centrale. Nous allons essayer de comprendre ce que fut le protectorat allemand au Cameroun et comprendre comment on vit la situation qui est celle du Cameroun aujourd'hui. Pour en parler, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a traversé 2 siècles désormais. Il naquit au siècle dernier, il est dans celui-ci à l'image de ce qu'on appelle un sage en Afrique. Et comme on dit souvent, lorsqu'on brûle, lorsqu'un sage disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Sa bibliothèque, il va nous la léguer de manière officielle et en émission. Ce sage, c'est monsieur Nouga Emmanuel. Bonjour papa. Bonjour, mais comme on dit que... On fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. Vous avez empoisonné la vie. On sait plus les mains depuis là, donc c'est fini. Bonjour fiston. Comment ça va? Ben ça va, hein. Ça va. Quand je vous vois, bon ben j'ai espoir. Espoir. Voilà. Bon, il faut dire papa que on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu avant aujourd'hui. Non. Comment est-ce que tu m'as connu? Bon, je t'ai connu par les émissions que tu passes de fois à ma télé, ça m'arrive en pianotant comme ça. Bon, je te vois, et je dis, tiens, voilà un jeune et qui se bat hein, pour faire promouvoir son pays. Alors, il faut l'encourager. Ah, voilà. Et c'est comme ça que tu as donc pris mon numéro quelque part. Voilà, j'ai pris ton contact. Voilà, j'ai appelé. Et puis on m'a donné ton numéro de portable. Voilà. J'ai dit bon ben ce jeune homme, bon ben il faut l'encourager puisque bon. Très bien. Voilà. Nous allons compris chez les téléspectateurs, chacun a droit à la parole, il suffit de me contacter et je reçois. Surtout si on a quelque chose à dire aux Africains, on m'intéresse beaucoup en ce moment-là. Donc, Papa Emmanuel, je t'appelle comme ça parce que dans nos traditions africaines, je suis obligé de t'appeler ainsi. C'est à l'âge de mon père. Papa Emmanuel, tu viens nous parler du protectorat du Cameroun. Tu m'as apporté des documents que je vais lire et tu vas nous donner des explications. Donner des explications aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais qui t'écoutent. Je commence. Protectorat allemand du Cameroun. Ce Cameroun s'écrit K-A-M-E-R-U-N. Cession par les firmes Woman et Tanzen à l'Empire allemand des droits obtenus de Aqua et Bell, 14 juillet 1884. Relation entre États, établie généralement par traité, par laquelle un État dit protecteur s'engage à défendre une autre entité territoriale organisée dite protégée ou État protégé contre certains dangers extérieurs ou intérieurs. En contrepartie, l'État protégé cède à l'État protecteur l'exercice de sa souveraineté dans les relations extérieures et parfois l'exercice de compétences internes dans les domaines militaires, économiques et financiers. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie, papa, pour les nuls? Ça veut dire que, comme tu viens de le dire, l'État protecteur est là. L'État protégé peut être juste une organisation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un État pour, comme tu as lu, là, un groupe de gens qui sont capables, n'est-ce pas, de mener leur vie sur leur terre. Bon, ils demandent à une puissance de les protéger. Bon, maintenant, tout ce qui est au niveau international, il les confie. Et même l'organisation interne. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est sous seing privé, comme tu viens de le dire. Voilà. Bon, maintenant, il faut officialiser cela. Et pour officialiser cela, il faut la reconnaissance de ça par une autre grande puissance, comme la puissance
que vous avez signé le protectorat. D'accord. Et c'est ainsi donc que Woman et Tazen. Non, Woman et Tazen, ce sont des commerçants. Ça, c'est passé. Donc maintenant, quand tu continues de lire là-dessus, tu vas voir les dates. Je vais donc poursuivre, chers téléspectateurs. Malgré les traités communs que présentent les protectorats des caractères juridiques individuels, ils possèdent des caractères du droit international qui imposent ces reconnaissances par de tierces puissances vis-à-vis desquelles on a l'intention de se prévaloir des dispositions de ces traités. Le 26 février 1885, conférence de Berlin. Le 27 juillet 1886, convention germano-anglaise. Déclinaison du Cameroun des zones d'influence. Le 29 avril 1890, convention germano-anglaise, reconnaissance par l'Angleterre du protectorat allemand du Cameroun. Voilà. Alors, la confirmation, alors, ça devient officiel. En 1890, exact. Le 29 avril 1890. C'est exact, piston. Le 1er juillet 1890, accord frontalier de délimitation germano-anglais au Cameroun. Le 15 novembre 1893, accord frontalier de délimitation germano-anglais au Cameroun. Alors ça en fait 2 là en 3 ans. Si. Voilà pourquoi. 2 en 3 ans. Eh bien, bien sûr, parce que la frontière entre Nigeria et le Cameroun a été, c'est les Anglais qui étaient au Nigeria, donc c'était bien borné, bien fait. Donc quand j'entends qu'il y a eu Bakassi, ça veut dire que les Camerounais qui ont dirigé Daïdjo à ce présent, et ils n'ont pas respecté la délimitation. Ils n'ont pas respecté la délimitation. De 1890. Voilà, leurs frontières, ils ont ignoré leurs frontières. Est-ce qu'ils connaissaient déjà le pays quand on sait qu'ils n'ont pas été démocratiquement élus, hein? Voilà pourquoi il faut appeler tout le monde au travail. Parce que ce travail de diriger le pays, c'est très compliqué. Je poursuis, c'est une réalité. Je n'insulte personne en disant que personne n'a été élu. Nous savons tous comment les 2 présidents sont arrivés. Voilà. Et il faut choisir des gens par leur compétence. Encore cette histoire de compétence, ça va créer problème. Hein? Oui, mais écoutez, non seulement, parce qu'il y a toujours des problèmes de 2 côtés. Les problèmes, si vous n'amenez pas les compétences pour arranger les choses, ça va. Si vous trouvez que c'est ça le problème, vous avez eu Bakassi, il y a eu des morts à Bakassi. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, si vous ne l'appelez pas, alors il y aura des morts. Et c'est vous qui créez des problèmes. Écoutez, papa. Ils avaient les compétences de leurs compétences. Tu as bien dit. Bon, je poursuis. Bon, il faut un peu d'humour, n'est-ce pas? Même quand c'est difficile, on en aurait quand même. Donc, ensuite, c'est bien. Protectorat entré en vigueur dans le protectorat. Il est en vigueur. Est entré en vigueur le 26 février 1885. Voilà. Bien. Donc, c'est officiel. À terme, 1920. Voilà. Durée 35 ans. Voilà. Donc ce protectorat a duré 35 ans. Ça veut dire que, au lieu que j'entends maintenant les gens dire français ou anglais et tout ça, vous devez être allemand, parce que le protectorat a duré 35 ans. Alors que les 2 petits mandats des Français ont duré à peine. Ça n'a pas atteint 30 ans. J'ai les calculs dans les papiers, je vais les sortir là. Environ 25 ou 26 ans. 26 à 28. Très bien. SDN, c'est l'ancêtre de l'ONU, donc voilà, la Société des Nations, voilà, qui a fait place à l'ONU en 1946. Oui. Très bien. Non. Combien? La Société des Nations est née en 1919. Oui, mais qui a cédé la place à l'ONU? À l'ONU, qui a cédé la place à l'ONU parce que la Société des Nations, c'est la guerre. La guerre qui est venue, qui s'est installée, qui a dissous la Société des Nations. Tout à fait. Voilà, cette guerre est arrivée même en 1938, hein, et elle était déclarée. La Société des Nations s'est arrêtée en 1938, hein, brusquement. Donc, officiellement, on nous dit que l'ONU est née en 1946. L'ONU est née en 1946.
Entre 38 et 46, il n'y avait rien. Mais les Camerounais étaient libres. Parce que quand j'entends des hommes politiques camerounais disent que, il y a d'autres qui disent que oui, mais nous, on était occupés en 1916. J'ai dit, mais la Première Guerre mondiale. J'ai cherché ça, fiston. Parce que j'allais réveiller le pauvre président de l'époque, de 1916 en France, Raymond Poincaré, pour voir, mais le vieux, pourquoi vous prenez la France sans mandat? Vous venez. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le discours de pauvre Raymond Poincaré qui se plaint, qui attend l'installation de la Société des Nations pour l'aider à récupérer l'Alsace-Lorraine. Ah, d'accord. Voilà. Que les Allemands ont pris depuis, je crois, 1700 ou 40 ou combien. Bon. On poursuit donc. Société des Nations, mandat B au Cameroun. Oui. Les puissances mandataires désignées par voie d'accord et non plus en vertu de la loi du plus fort ont pour mission de guider vers l'indépendance et la condition étatique des peuples des territoires sous mandat. C'est exact. Les puissances mandataires ne peuvent revendiquer la plénitude des compétences territoriales à l'égard des territoires confiés à leur administration. Les territoires sous mandat font l'objet d'un contrôle de la Société des Nations. Et cette organisation créera, afin de l'assister dans ce rôle, la commission permanente des mandats. De plus, l'État mandataire n'est pas libre de modifier le régime du territoire sous mandat sans le consentement de l'organisation internationale. C'est exact. Le mandataire ne dispose pas d'une compétence exclusive. L'institution du mandat n'implique ni cession du territoire, ni transfert de souveraineté. Il faut expliquer pour ceux qui font CM2. Moi, j'ai compris. Ceux qui sont dessus m'ont compris, mais les enfants qui doivent comprendre, ça n'ont pas bien compris. Voilà. Bon, alors, dans ce cas, je reprends le texte pour aller pas à pas en bas pour expliquer. Il faut lire le bas? Non, le bas seulement là. D'accord, j'ai lu le bas. Le bas, c'est-à-dire, de toute façon, c'est clair que le mandataire ne peut pas scinder, ne peut pas décider. C'est-à-dire, il est là, il est sous mandat, contrôlé par la Société des Nations. Il ne peut rien faire sans passer par la Société des Nations. Oui. Voilà. À tel point que, d'ailleurs même, il y avait même un plan de travail, c'est-à-dire un chemin de travail, mais je l'ai eu ce chemin de travail que par l'ONU a répété le même schéma de travail qui est là-dedans. D'accord, que nous regardons tout à l'heure. Que tu regarderas tout à l'heure, je crois que je te l'ai mis dedans, le schéma. S'il n'est pas là, je peux te le sortir dans le sac, il est dans le sac. Je te voilà. Le schéma est là. Voilà. Donc, le schéma, il est là. Chers téléspectateurs, puisqu'il me le laisse, je vais le scanner et l'incruster pour que vous le voyez bien. Le schéma est là. Le schéma est là. Bien. Donc rien ne peut se faire en dehors de ce schéma. Donc ce schéma te montre que quand la France initie quelque chose là-bas, ça doit passer par le bureau des Nations Unies, c'est-à-dire le bureau international. C'est le bureau international qui choisit ce qui est bon pour le Cameroun, pour viser, pour que ça passe, entre dans le territoire. Bon, alors. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Soyons terre à terre un peu. La Société des Nations qui a fait place à l'ONU ensuite 8 ans après, comme tu me le disais, oui. Dans cette ONU aujourd'hui, il y a 5 pays qui ont des droits de veto, si je ne me trompe pas, 5 ou 6. Non, vous savez, l'organisation de l'ONU, ça encore, c'est quelque chose qui va même très loin. Une chose que je vais te dire, que vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas beaucoup de chance, puisque, et je t'ai montré là où vient votre malchance, ça vient par vos compatriotes.
Aïdjo, pour inscrire, tu as vu que c'est l'ONU qui s'occupe du Cameroun dès son installation. Bon, mais le Cameroun, l'ONU met fin à ce contrat. Il dit à la France de partir. Il a mis fin à ce contrat par une résolution 1349, le 13 mars 1959. Tu vois? Et bien on demande à la France de partir. La France s'en va. Mais les Camerounais ont commencé à comploter avec les hors-la-loi, pas les fonctionnaires français. Parce que le fonctionnaire français qui représentait la France au Cameroun, c'était un haut-commissaire. Qui s'appelait comment? Le haut-commissaire s'appelait Xavier Thor, le dernier. Et Xavier Thor est resté. Il était resté comme un enfant. C'est les Focard qui viennent jouer la mafia avec les bandits camerounais. Focard était l'homme de main de Gaulle, qui était comme le président français. Donc si tu trouves que Focard était... Mais il n'était pas fonctionnaire. Oui, c'est pas un fonctionnaire, c'était dans un mercenaire. Voilà. C'était un voyou. Voilà. Mandaté par De Gaulle, qui était président français. Voilà. De Gaulle, par ricochet, est un voyou aussi. Non, mais pour ça, je n'en disconviens pas. Mais est-il dit que leur affaire, c'est leurs affaires. Ils ont leurs mercenaires pour aller voler. Faites attention. Dans un pays, comme dans l'armée, quand les militaires vont quelque part, il y en a qui ont des armes, il y en a qui sont là pour voler les richesses de ce pays. On forme les gens comme ça. Donc, je ne peux pas critiquer De Gaulle de former ses voleurs. Parce que moi, le Camerounais aussi, je suis président camerounais, je vais former mes voleurs camerounais quand ils vont ailleurs aussi pour enrichir le Cameroun. C'est normal. C'est des bonnes guerres. Ce jour-là, j'ai quitté le Cameroun. Le Cameroun ne doit pas voler chez quelqu'un. Si vous volez chez moi, je dois retirer chez moi. C'est une façon de parler. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où tu peux poser la question à n'importe quel Camerounais qu'il te réponde. Qu'est-ce qui s'est passé en 59 donc? Demande à tous les Camerounais, comment se fait-il que le jour où le Cameroun fête, soi-disant, l'indépendance, que le mandat est fini, pourquoi le haut-commissaire Xavier Thor est parti avant que la fête se fasse? Il n'a pas assisté. Alors que c'est lui qui représente la France. Pose la question à n'importe qui le réponde à cette question. Très bien. Voilà. La réponse, je vais te la donner. Oui, je veux bien la voir. La réponse, je vais te la donner parce que Xavier Thor, lui, voulait partir en mars 59, puisque c'est là que le mandat est fini. Le mandat de la France avec le Cameroun. Le Cameroun, c'était en mars 1959. Voilà, lui, il voulait partir. Mais les magouilles que les Camerounais ont initiées, parce que les Camerounais ont initié des choses avec ces bandits, comment on les appelait à l'époque, c'est-à-dire l'équipe à Foucault, ils étaient nombreux, ils étaient là. Xavier Thor l'administration était en dehors, l'administration française était en dehors de cela. L'administration officielle, on va dire. Car il y avait une autre administration non officielle. Non, ce n'était pas une administration. Oui, ce n'était pas une administration. C'était seulement les gens pour voler. Parce qu'une administration pourrait se faire avec le respect des textes. Des textes. Parce que tout ce qui s'est passé au Cameroun, avec les Focard et comme ça, il n'y a pas de texte. Il n'y a rien. Bien. Voilà. Et ces accords secrets signés le 26 décembre 1959, c'était signé avec qui? Lesquels Il y a des accords secrets, chers téléspectateurs, vous pouvez les retrouver sur JMTV+, j'ai publié, accords secrets signés entre le Cameroun et la France du 26 décembre 1959. Qui les a donc signés si la France était officiellement partie non, attention. 9 mois avant? Ah non, là c'était des accords militaires, des accords, puisqu'on parlait français. Ça c'était officiel, ces accords-là. C'est-à-dire des accords militaires, des accords ainsi de suite. Ça, c'était officiel. C'est pas secret, il y a des accords même sur le sous-sol là-dedans. Le sous-sol, c'est pas militaire, que je sache. Non, mais puisque c'est écrit, ça c'est écrit au moins. Parce que moi, je les ai. Dans mes archives là-bas, je les ai. Mais les choses qui se passaient en dehors de ce qu'on a vu là, qui est écrit, que la France aussi connaît, puisque c'est écrit dans les textes de la France. Mais ce qu'eux ils pratiquaient là-bas, rien n'était écrit.
Rien n'est dit. Ces accords secrets du 26 décembre 1959 sont bien écrits. C'est écrit, je les ai. Où on dit que le sous-sol camerounais appartient à la France. Ah non, ça, non. C'est pas écrit là-dedans? Non, c'est pas écrit là. Alors, c'est la version que nous avons. Non, ça c'est pas écrit. C'est pas écrit. Non. Alors, moi, je vais voir la version que tu as et je vais appeler Bandakani qui a lu cela sur un média concurrent au Cameroun. Non, c'est pas écrit. Non, moi, écoutez, moi, si je te dis que c'est écrit, parce que moi, les textes que j'ai, je les reçois de l'État français. Donc, quand tu viens, tu trouves c'est les textes de droit, c'est là-dedans. Donc, c'est marqué au quoi et pouvoir. C'est là-dedans, c'est officiel. C'est-à-dire n'importe qui peut acheter, c'est comme un répertoire de droit, tu les trouves dedans. Voilà, ça c'est officiel. Je vais consulter donc cette version-ci et voir un peu plus loin pour avoir la version officielle. Non, ça ce sont les Camerounais qui font prendre des choses comme ça. C'est-à-dire, tu as vu, les terres de Cameroun sont interdites à la vente. On va poursuivre. Voilà. Et attention, et l'administration française elle-même, elle avait envoyé des papiers, certains papiers à ces fonctionnaires. C'est marqué dedans. Parce qu'il ne faut pas souiller la France. Hein. Pour ça, la France, ce sont des Camerounais qui amènent du désordre dans tous ces trucs-là. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire alors, tout à l'heure, c'était l'inscription du Cameroun à l'ONU. Parce que quand un pays devient indépendant, il s'inscrit à l'ONU. Oui. Bon, alors, voilà, j'ai demandé aux autorités du Cameroun, là, quand je les demande, bon, ils tournent le dos. Mais moi, je fais mon travail. Et je vais demander aux autorités camerounaises, je dis, oui, regarde ici, il y a le Nigeria qui est à côté de nous, il a eu son indépendance le 1er octobre. Le 6 octobre, il est membre de l'ONU. Le Cameroun a eu son indépendance le 13 mars 1959 pour que le Cameroun soit inscrit comme membre de l'ONU, alors que le Cameroun a été encadré par l'ONU. Il a fallu 1 an. J'ai marqué 1 an, combien? 1 an quelque chose, combien de mois? 1 an ou 4 mois, 1 an. 1 an, 4 mois. Voilà. Donc, tu nous dis là que le Cameroun a eu son indépendance officiellement le 13 mars 1959. Il a disparu. Et ils ont fait disparaître le Cameroun. L'ONU ne savait plus où se trouvait le Cameroun. Qui aurait dû faire quoi? Qui était Premier ministre du Cameroun à l'époque? Qui était à la tête du Cameroun? C'était Amadou Ayo. C'est Babatoura. Hein? C'était Babatoura. Et alors, non. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire, il ne faut plus que vous, les jeunes, que vous restez dans le désordre. Le désordre qui s'est installé, sortez de ce désordre-là. Voilà pourquoi je ne pouvais pas. Je me rends compte que les pays d'expression francophone obtenaient leur indépendance, mais s'inscrivaient beaucoup plus tard à l'ONU. On ne sait pas pourquoi. Non, mais, le Togo a attendu 9 mois, 15 jours. Le Cameroun a attendu 1 an, 4 mois. Le Burundi, 2 mois. Ça, c'est encore bien, là. Bon, alors, regarde ici. Ça, c'est l'administration française qui forme ses fonctionnaires sur le territoire camerounais. Lis ce que l'administration française... On va revenir sur ce document. Exceptionnellement, j'ai dit ceci, on revient en arrière. Régime foncier, propriété foncière. Régime foncier. En matière domaniale, le régime de tutelle impose les 2 obligations suivantes. Obligation de prendre en considération les lois et coutumes locales. Interdiction de donner aux autochtones le droit de céder librement leurs terres ou d'y constituer de la même façon des droits réels, sauf en ce qui concerne les actes passés entre autochtones. C'est-à-dire, voilà, tu t'arrêtes là, c'est-à-dire, c'est interdit que les étrangers achètent nos terres. Donc les Chinois qui achètent les terres là-bas, c'est pas normal. Les Chinois qui achètent les terres là-bas, celui qui va les vendre ces terres-là, le jour que vous, les enfants que je suis en train de former, tu n'es pas le seul, j'en forme beaucoup. Les jours que ces enfants vont arriver, quand le Chinois va leur sortir le titre foncier, l'enfant va déchirer, il va jeter. Le Chinois ne peut pas porter plainte. Il ne peut pas. Parce qu'à l'ONU, tout ce que je te montre là,
Ça, c'est en France ici. Dans le contrat, et à l'ONU, c'est aussi à l'ONU. Donc le Chinois va se plaindre où? Parce que c'est interdit d'acheter les terres en France. Voilà, au Cameroun. Par les étrangers. Interdit. Par l'ONU. Non, par l'ONU. Parce qu'il y a la Société des Nations et le Conseil de tutelle de l'ONU. Je t'ai fait lire le contrat tout à l'heure. Voilà, là c'est l'administration française qui écrit. Alors, tu ne peux pas me dire que l'administration française, elle écrit ça. Ça, c'est mon héritage, non? Non, mais je te donne de tout ce que tu choisis, donc tu prends. C'est mon héritage. Non, tu prends. Parce qu'il faut dire, papa a 77 ans. le gars vit là ses derniers 20 ans sur la terre. Donc il faut que je prenne mon héritage, notre héritage. Bon. Et tu vois que ici, oui, il y a la propriété foncière aussi là. Ça, c'est les foncières de l'Afrique équatoriale française. Est-ce que le Cameroun est dedans? L'Afrique équatoriale française, le Cameroun n'est pas dedans. Mais quand tu lis les propriétaires foncières, tu vas voir que les terres de l'Afrique équatoriale française sont les terres de l'État. La France a mis même là que c'est des terres 100 mètres. Donc la France a trouvé des terres vacantes. Il n'y avait pas d'habitants dessus et la France s'est installée. Non. Tu lis et tu vas voir. Ça, c'est pour mon information. Je poursuis. Le régime instauré par l'article 22 et 5 du pacte de la Société des Nations, selon lequel le degré de développement où se trouve le Cameroun exige que le mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus tels que la traite des esclaves, Absolument. Telle que la traite des esclaves, oui, le trafic des armes et celui de l'alcool. Voilà, il ne faut pas vendre l'alcool. Très bien. Garantiront la liberté de conscience et de religion sans autre limitation que celle que peut imposer le maintien de l'ordre. De l'ordre, oui, je me perds un peu. De l'ordre public, et des bonnes mœurs. Voilà. L'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire. Arrête un peu, fiston. Oui. Parce que là où tu as parlé, interdiction de mettre des fortifications, il y a un dossier là-dedans. Quand on appelle fortification, ça veut dire les statues de l'éclair. Ah, les statues qu'Essama casse tous les jours. Hein. C'est une fortification. Ça veut dire qu'Essama a raison de casser. Il a raison de casser. Parce que quand lui il casse, il faut que le gouvernement camerounais le paye pour l'enlever. Ah, d'accord. Parce que lui, il a fait un travail que l'État camerounais devrait faire. Parce que ça, c'est une fortification interdite par les textes de la Société des Nations. Voilà. Bien. Donc c'est ce que tu es en train de lire là. Alors donc, je vais te montrer que l'éclair qu'ils ont mis là, l'éclair n'était pas venu au Cameroun, envoyé au Cameroun par la France. Qui l'avait donc envoyé, Leclerc? Leclerc était un déserteur de l'armée, comme De Gaulle. C'était un déserteur de l'armée, condamné. De Gaulle était condamné à mort, déserteur de l'armée. Le président de l'époque, c'était Pétain. Oui, Philippe Pétain. Philippe Pétain avait pris le pouvoir et il a condamné De Gaulle de mort de déserteur de l'armée. Comme Leclerc, lui, n'avait pas de grade, donc Pétain ne le connaissait pas. C'était un sergent, il n'avait pas de grade, lui. Bon, mais lui, ils ont voulu insister pour entrer dans les colonies françaises. Alors, Pétain a donné l'ordre de les tuer. Alors, les militaires français du Sénégal et tout ça, ils ont tiré. Ils ont tiré sur le bateau de Gaulle. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est réfugié au Cameroun à l'époque, je crois bien. Et le petit là, il s'appelle Philippe de Haute-Clotte. Lui, il était ou capitaine, il avait un petit titre. Il a quitté, il est arrivé chez nous en passant par le Nigeria.
dans la forêt, c'était Macky Sall. Il était dans la forêt, là, pour arriver au Cameroun. C'était Macky Sall. Bon, il arrive maintenant au Cameroun, et la date est là, le 27 août 1940. Il est arrivé. Bon, comme les Camerounais, eux, ils cherchent seulement un blanc. Ils commencent à négocier avec le blanc pour que le blanc l'aide à vous commander. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. C'est impossible. Bien. Alors, ils ont... Non, j'explique, parce que là où tu as lu, là, ces fortifications, il faut les enlever. Parce qu'il y a le nom du général... Les noms, là, les noms, comme les noms général de Gaulle dans les rues, ce sont des fortifications. Le lycée est marqué lycée Leclerc, c'est une fortification. On appelle ça des livres forts. C'est dans l'histoire. Des écritures rentrent dans les fortifications. Qui les a mis? Ce n'est pas Leclerc, ce n'est pas Pétain. Pétain n'avait plus rien là-bas. La statuette qui est là, c'est pas Leclerc qui a mis cette statuette. Parce que lui a fait au Cameroun que 2 mois. Les 2 mois, ils ont organisé, n'est-ce pas, leur attaque pour Tobrouk en montant, voilà, ils sont partis. Et c'est pas Pétain qui est venu mettre la statuette, non, puisqu'il n'en avait pas de contrat avec la France. C'est donc qui, Aïdjo? C'est pas idiot. Je te dis, c'est la bande là, il y avait une bande là, les Sopopizo, les machins, ils ont une bande là, les Fouda, ils ont la bande de ces escrocs là, sont là-dedans. C'est ça, je te dis, leur nom, on va sortir ce dossier. Il y a un haut commissaire qui a mis 9 ans au Cameroun, envoyé par Alexandre Mirand. Il s'appelait Marchand Théodore Paul. Il a mis 9 ans. Je demande aux autorités camerounaises, est-ce que vous voyez ces traces ici? C'est le seul qui a mis 9 ans. Les autres mettaient 2 ans, tout ça. Mais même les autres, il n'y a pas leurs traces. Comment se fait-il que celui qui n'est pas au commissaire, c'est celui qu'on met les traces? Ça ne te dit rien? Très bien. Donc, Blaise Sama, je viens de lire le texte qui... Blaise Sama peut casser ça. Il peut casser ça. Personne ne peut rien le faire. Il faut même brûler ça. On l'arrête le plus souvent, on le met en prison. Oui, mais il faut brûler ça. La France ne reconnaît pas ça. Parce que, je te dis, la période, c'était Pétain qui était au pouvoir. Je peux te sortir même, attention, j'avais sorti ça aux Français, à certains, aux fonctionnaires camerounais. Il me dit, oui, mais Pétain était... Je dis, Pétain était quoi? Pétain, c'est le seul président qui a été élu à 97 presque %. C'était le parti unique à cette époque en France aussi? Non, c'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai leur vote ici. Hein. Alors, Pétain était presque plébiscité. De Gaulle était élu seulement à 77%. Pétain était à 87%. Parce qu'à l'époque, quand Chirac dit que la démocratie c'est un luxe pour l'Afrique, au début je me disais, mais pourquoi il dit ça? Et je trouvais que Chirac a raison. Parce que les Français, là, comme tu les vois, ils étaient environ 40 ou 50 millions d'habitants. Mais je vais te montrer les résultats de vote. Il n'y a que 800 personnes qui votaient pour le président de la République. Ah bon? Bon. Mais je vais te donner tous les résultats. Fini avec ça. D'accord. Bon, dont l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire. Si ce n'est pour la police, pour la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce. Entrée en vigueur le 20 juillet 1922. Fin 1938 par la guerre. Durée du mandat de la Société des Nations, 16 ans. Voilà. Ici maintenant, nous avons le fameux plan. Il y a une page là qui est importante que quand tu prends ça maintenant, tu vas informer. C'est cette page là. Bien. Tu vas informer les Camerounais qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bien. Ce fut qu'en 1887, 3 années après l'annexion du territoire, que les Allemands atteignent Yaoundé qui, ultérieurement,
deviendra la capitale du Cameroun après Buea. Voilà. Parce que c'est Buea qui était la capitale du Cameroun. Et puis, Yaoundé n'était pas encore dans le giron camerounais. C'est-à-dire les Bétis sont devenus camerounais qu'à cette date-là. Sinon, ils ne savaient pas que le Cameroun existe. Bien. Voilà. Je poursuis. Le voyage à travers la grande forêt humide et les marécages dura 22 jours. Ils eurent à affronter des groupes ethniques hostiles tels que les Bassa, qui voyaient dans la pénétration allemande à l'intérieur du Cameroun une menace et une concurrence sur le commerce avec l'arrière-pays dont ils avaient assuré seuls le contrôle. Le poste administratif fut créé en février 1889. On l'appela Yaoundé du nom d'un des quatre groupes principaux ethniques de la région, les Ewondo, nom que les Allemands transcrivirent incorrectement. C'était Mowondo. Mowondo, les Ewondo, ils ont écrit Yaoundé. Bon, c'est ce que j'ai appris en allant à Efoulan. Je suis allé à Efoulan, il y a 5 ans, fait cette recherche, je comprends. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Les Allemands avaient besoin d'une force à la fois pour s'assurer le contrôle de la région de Yaoundé et poursuivre leur expansion vers l'intérieur du pays. Les Africains de l'armée allemande du Cameroun étaient à l'origine des captifs du roi du Dahomey qui attendaient d'être utilisés dans les sacrifices rituels. Le Dahomey, c'était le Bénin actuel. Hein? Absolument. Oui, très bien. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, avant le Bénin, ce pays-là s'appelait le Dahomey. Donc, les Allemands avaient capturé, avaient récupéré, avaient acheté des esclaves qui étaient en attente d'être sacrifiés. Le roi Banzin, il en vendait. Très bien. Et ce sont eux qui constituaient l'armée noire allemande. Non, c'est eux qui travaillaient à Yaoundé. Yaoundé, c'était une forêt. C'est les animaux qui étaient à Yaoundé. C'était une forêt. Ah ouais, quand même. C'est en train de redevenir forêt. Hein. Lorsqu'il tombe une seule goutte d'eau là-bas, il y a de l'eau partout. Donc, non, je te dis, c'était une forêt, c'était pas un village. Oui, c'était une forêt. Ah ouais. Donc il fallait alors amener une main d'œuvre pour travailler, pour dégager, pour débroussailler, couper les arbres, ainsi de suite. Alors ils étaient obligés d'aller acheter, les Allemands. D'obliger, ils étaient obligés, ils ont acheté. Avant plus tard d'imposer au travail forcé, parce que ça arrivait aussi. Oui, mais les Allemands, puisqu'il les a achetés, bon, il les a fait travailler, mais il s'est lui dedans. De toute façon, très bien. Je poursuis donc, chers téléspectateurs. Les Bétis ne supportèrent pas la présence des troupes dahoméennes. En 1893, ces derniers se retournèrent contre les Allemands sur la question de leur salaire. Ils avaient été libérés par les Allemands et s'étaient engagés à l'époque à travailler pour eux sans rémunération pendant 5 ans. Oui, pour rembourser l'achat. Ils s'étaient révoltés d'une part contre le fait que les Bétis qu'ils avaient entraînés touchaient un traitement dont ils étaient l'objet de la part des Allemands. Ça, c'était les Dahoméens, les Béninois. Au cours de l'année 1895, la plupart d'entre eux furent remplacés par des Bétis. À la veille, est-ce qu'on ne pourrait pas dire par des Ewondo? Parce qu'à l'époque, il n'y a que des Ewondo là-bas. Le Bétis, c'est un groupe. Oui, le groupe, c'était Bétis, les 4 groupes là. D'accord. Les 4 étaient Bétis. Donc Ewondo, il y a Ewondo et d'autres. Voilà, il y en avait 4. À l'époque, il n'y en avait que 4. Bien. Ok, je voulais qu'on se comprenne. Oui, parce que les Allemands n'avaient pas encore pénétré à l'intérieur. D'accord. Mais là, ceux qui étaient en surface, là, il n'y en avait que 4. D'accord. Bon. Donc, à la veille de la Première Guerre mondiale, les indigènes formaient un corps de 1500 hommes et 185 officiers.
Allemand, oui, officier, c'est pas allemand, mais c'est forcément allemand. Officier, 1200 policiers, encadrés par 30 officiers allemands. Ah oui, les 30 officiers allemands. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Ah ouais, donc les autres, c'était des indigènes. C'était des indigènes, qui étaient aussi gradés. Hein. Donc les 1500 hommes, et puis 185 officiers, et 1200 policiers étaient des indigènes, mais encadrés par 30 officiers allemands. Voilà. Ça veut dire que si on calcule le taux, ça nous fait 1200 plus 1500, ça fait 2700, plus 185, ça nous fait 2885 personnes. C'était un paquet quand même. Hein. C'était un bon paquet d'indigènes qui étaient dans le corps allemand. Allemand, ouais. Ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Ah oui, ils préparaient la guerre. D'accord. Qui veut la paix prépare la guerre. Avait dit quelqu'un, qui veut la paix prépare la guerre. D'accord. Sacré Jackie. Non. Ah oui, pas, voilà, on apprend l'histoire du pays. Bon. En 1912, j'en profite pour saluer mon frère Abdelaziz Moundé, qui était féru d'histoire aussi. Un garçon très intelligent. Ah bon, ouais. Si je pouvais arracher son cerveau, il serait très heureux. Je le lui ai dit d'ailleurs. Hein. Bon, en 1912, la naissance du militarisme en Allemagne. Du militarisme. Il n'y a pas de militaires en Allemagne Non, attention. Ça veut dire que... Je comprends pas. Ça veut dire que tous les Allemands étaient devenus des militaires. Ah d'accord. Et tous les Camerounais étaient aussi devenus des militaires. Des militaires. Donc, en 1912, à la naissance du militarisme en Allemagne, et tous les pays d'Europe ont accepté. Répondent oui à cela. Oui, ils se préparent la guerre tous. D'accord. Le 1er juillet 1913, le Reichstag, explique pour les nuls ce que c'est. C'est leur parlement. C'est le parlement. C'est le parlement allemand de l'époque. Ils siègent au Bundestag. Voilà. Très bien. Le Reichstag, ce sont les parlementaires qui siègent au Bundestag. Voilà. Qui est la maison là. Voilà. Ils ont voté alors la loi militaire. Très bien. Et en votant la loi militaire, tous les Allemands et tous les Camerounais sont devenus des militaires. Tu vois pourquoi il faut expliquer ça pour que même le petit qui enseigne de comprenne. Voilà. Si j'avais eu la chance d'avoir un papa comme toi, ou un Jackie qui parlait sur JMTE plus quand j'étais petit, vraiment, la boue qu'on m'a mis à l'école, parce qu'on m'a rien enseigné en fait. J'apprends tous les jours. Donc, le Reichstag vote toutes les lois militaires. C'est ainsi que le chancelier a obtenu 6 nouveaux régiments de cavalerie, 136 000 hommes, 15 000 sous-officiers et 5 000 officiers supplémentaires pour l'armée allemande. L'impôt de guerre sur la fortune d'un montant équivalent à 1250 millions de francs a été voté à l'unanimité. Donc tout le monde voulait mettre de cet argent. Ils ont mis bien à l'unanimité. Tout le pouvoir allemand revenait à l'empereur Guillaume II. Donc Bismarck n'avait plus de pouvoir. Les lois militaires non comprises au Cameroun condamnent 11 responsables à la peine de mort pour trahison. 11 responsables pour Camerounais ou Allemands? Camerounais. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils mentaient aux Allemands, je suis roi. Mais quand tu dis à un Allemand que tu es roi, donc c'est que tu as des sujets chez toi. Bon, maintenant, la guerre arrive, l'Allemand les diffuse que maintenant ils sont des militaires. Donc, on demande alors au roi, il faut amener des militaires. Ouais. Alors, si tu n'amènes pas de militaires, c'est une autre trahison. Ah bah oui. Et manque de peau pour eux. Atangana Karl, lui, il a amené des militaires. Charles Atangana, qu'on appelait Karl. Ouais. Son vrai nom, son vrai prénom était Karl. Oui, Karl Atangana, on lui a demandé. Pourtant, lui n'était pas comme eux qui se disaient roi et tout ça. Lui, il était chef de village de Bana là-bas. Et il a amené beaucoup de militaires. Maintenant, les Allemands ils réclament des militaires maintenant au roi qui se donne. Le roi, je suis roi. Il n'y a même pas un seul là, non. Et surtout, le plus dangereux même, c'était Rudolf Douala Mangabel, parce que Rudolf Douala Mangabel avait confié son fils Alexandre aux Allemands, logé, nourri et tout, pour le former, pour devenir prince roi après au Cameroun.
aux frais des Allemands. Il était encore là en Allemagne. C'était déjà comme ça à l'époque. On voulait remplacer par l'office. Mais oui, le roi, il est roi, donc c'est le prince. Le prince qui vient. Bon. Bon, alors, les Allemands se sont dit que lui, le roi, il fallait donner des militaires. Les Allemands lui demandent, bon, mais eux sont des militaires, il n'y a même pas un chat. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On l'a puni. Continue la lecture. Bien. On en profite pour saluer tous les Mvoka dans les Mvoka Temengue. Hein? On vous salue tous là. La famille Charlatan, là. Quelque part là-bas, on se connaît. Hein? J'en profite aussi pour saluer l'honorable Siga, son petit-fils, qui m'a reçu quelque part dans son globe, dans son golf là-bas. Bon. Tous pendus à la place publique en 1914. Voilà. Chef du grand Batanga. Oui, il était exécuté. Je crois qu'il s'appelait Oumado Aoki. Les Lamidas de Kalfa et Mindif, à Ebolova et à Douala. Voilà. Bien. Donc les Lamidas étaient dans le nord de Ngaoundiri et tout ça. À l'époque, on les appelait les Lamidas. Ils étaient 11, comme ça, ils étaient exécutés. Regarde ici, pour comprendre celui qui se dit roi. Quand tu lis ici, Rudolf Douala Mangabel, qui se trouvait à la tête des Bonadors, c'est-à-dire une petite famille. Là, il est chef de famille. Voilà le seul grade qu'il avait de 1808 à 1814. Voilà tout le grade qu'il avait. 6 ans, c'est tout. Et le chef d'une petite famille. Et il ment aux Allemands qu'il est roi. Et à l'école, on m'a enseigné que Rudolf Douala Mangabel était un grand roi. Voilà ton roi. Mais c'était en CE2. Tu viens de détruire ce qu'on m'a mis dans la tête. Voilà ton roi. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Il ne faut pas prendre des titres comme ça. Il croit qu'il... Moi aussi, je suis à la tête de ma famille. Je suis roi maintenant. Voilà. Quand je le vois même maintenant, là, au Cameroun, il se dit, je suis roi, je suis roi, je suis roi. Roi de quoi? Mais roi, c'est un souverain. C'est que les terres que tu as là, ça t'appartient. Et que les gens qui y habitent sont tes sujets. Eux, ils sont rois, ils mettent des machins, de tout, je suis roi. Il n'y a jamais eu de roi au Cameroun. Il y a un nouveau phénomène désormais dans la diaspora camerounaise. Chacun est président quelque part, même au Cameroun. Ah ben, ça, c'est leur problème. Tu offres problème. une bonne bouteille à quelqu'un, tu es président quelque chose. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis président de rien du tout. Mais est-il dit qu'il y a quelque chose devant? Parce qu'ils sont mal tombés. Ils sont mal tombés dans un pays parce qu'ils croient qu'ils viennent voler quelque chose, ils viennent mentir pour jouer. C'est faux. Parce que le Cameroun n'est pas une colonie. Le Cameroun, tout est écrit. Alors, je suis en train de lire. Voilà. Je poursuis. Le 31 juillet 1914, l'Allemagne adresse un ultimatum à la France et à la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale, perdue par l'Allemagne. Le traité de Versailles, à son article 119, que l'Allemagne a qualifié d'injustifié, signé le 28 juin 1919, entré en vigueur le 10 janvier 1920, à maîtriser par tout politicien du Cameroun. Voilà. Alors, ils doivent maîtriser, aller pour voir qu'est-ce qui c'est dans ces accords. Moi, je les ai. Bon, je ne veux pas remplir les papiers, puisque j'ai préparé ça juste pour l'émission. Oui, il faudrait que j'ai les papiers là pour lire. Moi, j'aime bien lire. Quand ça concerne l'histoire, je peux passer ma journée à ne lire que ça, pour comprendre un peu. Parce qu'à l'école, tu viens te rendre compte comment c'est grave de Mangabé. Mais je viens à un collègue qui était roi que durant 6 ans. Mais je vais te laisser. Oui, il faut bien que je lise aussi. Non, je te laisse. Donc, parce que tu vas continuer le travail. Le traité, donc je vais relire cette partie-ci. Le 31 juillet 1914, l'Allemagne adresse un ultimatum à la France et à la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale perdue par l'Allemagne. Le traité de Versailles, à son article 119, que l'Allemagne a qualifié d'injustifié, signé le 28 juin 1919, entré en vigueur le 10 janvier 1920, ce traité-là est à maîtriser par tout homme politique camerounais. Voilà. Je vais le lire. Voilà. Et lorsque je les recevrai ici prochainement, j'en connais un parmi eux qui avait déclaré assis là au même endroit que toi que le Cameroun manque de main-d'œuvre pour assembler les téléviseurs et quoi que ce soit. Et je lui avais rétorqué en octobre 2017 que monsieur, vous êtes sûr, les Camerounais sont très intelligents. Attends que je te dise, vous êtes sûr que vous êtes né au Cameroun, vous voulez diriger un pays que vous ne semblez pas connaître. Est-ce que vous savez que la route qui part de la poste centrale à Yaoundé, passant par El Doa, Domvo, Kada jusqu'à
jusqu'à Mvormbi, avait été bitumée en 1992 par le génie militaire camerounais. Et cette route est encore plus solide que celle bitumée par les Occidentaux. Est-ce que vous savez ça? Ce monsieur aujourd'hui, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit. Hey, salut, mon frère camarade. Alors, voilà, ça c'est lu. On l'a déjà lu, oui. Ça c'est lu. Ça c'est le mandat lu. Ça, je vais scanner ça et mettre. Voilà. Ça c'est l'indépendance, alors, les accords de tutelle. D'accord. Là, les accords, là, il faut bien le maîtriser. Oui, je vais lire. Ça, c'est voilà, c'est-à-dire, ce que tu as vu en 46, c'est ça. En 46, Cameroun français. Tu as vu le 13 août 46. Décembre 46. Et Cameroun britannique, 13 décembre 46 aussi. Le numéro de la résolution est 63, tous les deux. Bon, maintenant, le numéro de fin, la date de fin est là et la résolution est là. D'accord, le numéro. Donc ça, c'est la date de l'indépendance. Date de la résolution mettant fin à l'application de l'accord. Voilà. Le 13 mars 1959 pour le Cameroun français. Voilà. Voilà. Le 21 avril 1961 pour le Cameroun. Voici l'original. Britannique. Voici l'original. L'original est là. C'est où? Ah oui, je l'ai là. Chers téléspectateurs, je vais vous montrer le manuel. Le voilà. Vous l'avez vu? Il est là. Voilà. Et c'est écrit là-dessus quoi? Jean-Pierre Coq, Alain Perret sont les auteurs. Hein. La Charte des Nations Unies, commentaire article par article. Troisième édition. Les auteurs sont Jean-Pierre Cotte, Alain Pelé, Mathias Forteau. Voilà. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Je ne sais pas. Moi, c'est le livre qui m'a intéressé. Alors, c'est bien écrit ici. Territoire désigné. Avant le Cameroun, il y a la Nouvelle-Guinée, il y a le Rwanda, Burundi. Et il y a ensuite Cameroun français. Date de l'approbation de l'accord de tutelle du Cameroun français. Le 13 décembre 1946. Voilà. C'est écrit. Et je vais le scanner à l'aube. Non, mais tu es là. Oui. Tu es là. Et ensuite, le Cameroun britannique. Date d'approbation de l'accord de tutelle du Cameroun britannique. 13 décembre 1946, donc le même jour pour les deux. Voilà. Les Britanniques et les Français. Ensuite, numéro de la résolution pour le Cameroun français, numéro 63, c'est le même numéro pour le Cameroun britannique. Ensuite, la date de la résolution mettant fin à l'application de l'accord pour le Cameroun français, ce fut le 13 mars 1959. C'est notre date de l'indépendance. Et pour le Cameroun britannique, ce fut le 21 avril 1961. Ce qui de fait... C'est la résolution... La résolution pour le Cameroun, numéro de la résolution, c'est 1349. Voilà. En parenthèse... Et celui d'anglais, c'est 08. Et pour... il a maîtrisé. Pour les Britanniques, le numéro de résolution, c'est 1608. Voilà. Ce qui fait que, si on s'en tenait à ce que nous lisons là, la vraie date de l'indépendance du Cameroun, au moins la partie francophone, est le 13 mars 1959. Voilà. C'est ce que... Vous que cela soit tous les autres? Alors, ça, c'est des trucs de focard. C'est-à-dire, eux, ils marchent avec des trucs de focard. Mais ça va s'arrêter un jour. Parce qu'il faut que tout ça s'arrête, les enfants. Il faut que tout ça s'arrête. Bon, moi, maintenant, si je fais ce travail, je vous apporte, je vous dis, voilà la vérité. Quand vous avez la vérité en main, personne ne peut venir vous dire quoi que ce soit. Parce que j'ai remarqué que vous voulez vous agiter. Vous voulez vous agiter, mais vous n'êtes pas sûr de votre agitation. Je vous le présente, procurez-vous-le si vous pouvez. Voilà. Il doit y avoir des choses là-dedans pour nous. Voilà. Alors, donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi je me bats. Je forme des jeunes. Hein. Je forme des jeunes. Bon, ils sont là et ils sont calmes. Et je les ai dit, calmez-vous, laissez ces vieux s'agiter eux-mêmes. Quand ils vont se battre, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et quand ils vont s'entretuer, vous allez les enterrer. Et puis maintenant, vous allez continuer d'organiser la terre. Maintenant, j'ai souvent entendu les gens dire, le Cameroun fut une colonie, le Cameroun fut une colonie. Jamais. Mais j'ai entendu un autre homme politique dire, le samedi 1er février 2020, que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Qu'est-ce que tu en dis? Non, Kamto, il nous a dit ça ici.